Et si je vous disais que certaines des plantes vivrières les plus productives sur Terre ne sont ni des pommiers, ni des poiriers, ni des pêchers. Ce sont des choses suffisamment petites pour pousser dans un pot sur votre porche. Des plantes que les propriétaires terriens sérieux et les jardiniers potagers connaissent depuis des générations. Des plantes qui surpasseront absolument vos arbres fruitiers en termes de rendement par pied carré, par dollar dépensé et par heure de travail investi. La plupart des gens passent des années à entretenir un arbre fruitier, à attendre qu'il mûrisse, à le dorloter contre les maladies et les parasites, et ils ne s'arrêtent jamais pour regarder vers le bas les producteurs à croissance basse, compacts et explosifs qui se trouvent juste à leurs pieds. Aujourd'hui, je vais vous en montrer 20. Et celles-ci ne sont pas seulement impressionnantes en théorie, ce sont des plantes avec des rendements documentés, des plantes sur lesquelles les maraîchers professionnels et les propriétaires terriens sérieux comptent discrètement pendant que tout le monde plante des vergers. Restez dans le coin, car le numéro 13 de cette liste peut produire des centaines de fruits individuels à partir d'une seule plante en une seule saison. Et le numéro 20 est si dense et si implacable que les maraîchers peuvent le récolter chaque semaine presque indéfiniment dans un espace plus petit qu'un paillasson. Assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement, car nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine sur la façon de cultiver plus de nourriture dans moins d'espace, de dépenser moins d'argent et de bâtir une véritable sécurité alimentaire. Allons-y. Voici 20 minuscules plantes qui produisent plus de nourriture que les arbres fruitiers, classées d'impressionnantes à absolument époustouflantes. Numéro 1. Les fraises. La plante qui se multiplie d'elle-même. Commençons par les fraises, car aucune plante de cette liste ne fait une plus forte première impression lorsque vous comprenez ce qu'elle fait réellement. Un seul fraisier produit environ 3 livres de fruits par saison. Ce n'est pas la partie impressionnante. La partie impressionnante est ce qu'il fait après cela. Les fraisiers envoient des stolons, de longues tiges horizontales qui s'enracinent dans le sol et deviennent automatiquement de toutes nouvelles plantes sans que vous ne fassiez rien. Une plante en devient 5, 5 en deviennent 25, 25 en deviennent 100. Une parcelle de fraises ne produit pas seulement des fruits. Elle produit des fruits et davantage de producteurs simultanément. Comparez cela à un arbre fruitier. Vous plantez un arbre fruitier et vous attendez 3 ans, 5 ans, parfois plus longtemps avant d'obtenir des récoltes significatives. Pendant ce temps, vos fraisiers fructifient dans les mois suivant la plantation et construisent discrètement une armée de nouvelles plantes tout en le faisant. La variété que vous choisissez a de l'importance. Les variétés non remontantes vous donnent une énorme vague de fruits au début de l'été, ce qui est idéal pour les conserves. Les variétés remontantes produisent de plus petites vagues tout au long de la saison, ce qui est préférable pour une consommation régulière à table. Les fraises ont été négligées en tant que productrices de nourriture sérieuse parce qu'elles sont si familières. Nous les considérons comme une belle friandise du jardin, pas comme une plante de sécurité alimentaire. Mais quand vous faites les calculs, 3 livres par plante, propagation automatique, des fruits dès la première année. Les fraises ne sont pas une décoration de jardin. Elles sont l'une des machines alimentaires les plus efficaces du règne végétal. Considérez-les comme la plante qui vous rembourse, puis envoie ses enfants vous rembourser à nouveau. Numéro 2, les framboises. La machine à rendement vertical. Voici une plante qui a compris quelque chose que la plupart des jardiniers n'ont pas saisi. Pousser vers le haut, pas vers l'extérieur. Les framboisiers produisent leurs fruits sur de hautes cannes verticales, ce qui signifie que vous pouvez les regrouper en rangées serrées, les palisser sur des treillis et extraire d'énormes rendements de bandes de terre étroites. Une parcelle de framboisier bien établie produit abondamment pendant des années avec très peu d'entretien une fois qu'elle est installée. La biologie est élégante. Les framboisiers produisent 2 types de cannes. Les primocanes, qui poussent la première année, et les floricanes, qui fructifient la deuxième année. Si vous comprenez ce cycle, vous pouvez gérer votre parcelle pour une production continue en coupant les cannes épuisées après la récolte, tandis que les cannes de l'année suivante poussent déjà derrière elles. Les variétés d'été et d'automne vous offrent de la flexibilité. Certains jardiniers cultivent les deux pour prolonger la fenêtre de récolte du milieu de l'été jusqu'au gelé. Ce qui rend les framboises spéciales par rapport aux arbres fruitiers, ce n'est pas seulement le rendement, c'est la rapidité d'établissement. Plantez des cannes à racines nues au printemps et vous pourrez récolter des quantités significatives dans les 18 mois. Aucun arbre fruitier sur Terre ne s'approche de ce délai. Les framboises ont été sous-estimées parce que les cannes sont épineuses et que la gestion semble compliquée au début. Mais une fois que vous comprenez le cycle de 2 ans des cannes, la gestion est simple. C'est la plante qui récompense les personnes qui ont pris 10 minutes pour comprendre comment elle fonctionne. Numéro 3. Les mûres, le producteur imparable.
Si les framboises sont le membre poli et bien élevé de la famille des fruits à canne, les mûres sont celles qui débarquent et s'emparent du quartier. Les mûres sont presque agressivement productives. 2 à 3 livres par plante annuellement est une estimation prudente. Dans de bonnes conditions, avec des plantes établies, vous pouvez faire beaucoup mieux. Elles s'enracinent partout où les extrémités de leur canne touchent le sol. Elles poussent dans des sols pauvres. Elles ne demandent pas d'attention constante et elles fructifient abondamment, même à l'ombre partielle, là où la plupart des plantes vivrières luttent. Les variétés modernes sans épines ont éliminé la principale objection que la plupart des gens avaient à les cultiver. Des variétés comme Triple Crown et Chester produisent d'énormes baies sucrées sur des cannes qui ne vous déchiquetteront pas les bras au moment de la récolte. Voici ce qui fait des mûres une véritable plante de sécurité alimentaire. Elles ne vous demandent presque rien et vous redonnent énormément. Pas de pulvérisation, pas de calendrier de taille compliqué, pas d'intrants coûteux. Plantez-les, donnez-leur quelque chose sur quoi s'appuyer et ne les gênez pas. Les mûres ont été évitées dans les jardins familiaux parce que les mûres sauvages sont une mauvaise herbe et que les gens associent la plante à cette réputation envahissante. Mais les variétés gérées sans épines avec des systèmes racinaires contenus sont une proposition complètement différente. C'est la plante qui a été injustement jugée pour le comportement de ses cousines sauvages. Numéro 4. Les myrtilles. La récompense patiente. Les myrtilles exigent le plus de patience de tout ce qui figure sur cette liste. Mais ce que vous obtenez lorsque cette patience porte ses fruits est extraordinaire. Un myrtillière mature, et nous parlons de 5 à 7 ans pour atteindre une véritable maturité, peut produire 10 à 20 livres de fruits par an et par buisson, à partir d'un arbuste qui pourrait mesurer 4 pieds de haut et 3 pieds de large. Comparez ce calcul à un pommier qui pourrait produire 40 à 60 livres, mais qui nécessite un rayon de canopée de 10 pieds, et les myrtilles commencent à paraître extrêmement efficaces par pied carré. Le piège, c'est le sol. Les myrtilles ont besoin de conditions acides, un pH de 4,5 à 5,5, que la plupart des sols de jardin n'offrent pas naturellement. Soit vous amendez votre sol avec du soufre au fil du temps, soit vous les cultivez dans des plates-bandes surélevées ou des conteneurs avec un mélange acide de tourbe et de perlite. C'est là que la plupart des gens abandonnent les myrtilles. Mais ceux qui résolvent le problème du sol sont récompensés pendant des décennies. Plantez au moins 2 variétés pour la pollinisation croisée. Les variétés précoces, de mi-saison et tardives prolongent votre fenêtre de récolte sur 6 à 8 semaines de l'été. Les myrtilles ont été ignorées par de nombreux jardiniers parce que la phase d'établissement est lente et que les exigences du sol semblent pointilleuses. Mais les jardiniers qui ont compris qu'ils plantaient un investissement sur 20 ans, et non une culture rapide, ont créé des parcelles de myrtilles qui nourrissent désormais leur famille chaque été presque en pilote automatique. C'est la plante qui vous apprend la différence entre la patience et le temps perdu. Numéro 5, les groseilles, la haie de super-aliments oubliés. Maintenant, nous abordons des plantes que la plupart des jardiniers américains ont presque complètement oubliées, et c'est une véritable tragédie. Les groseilles, tant rouges que noires, comptent parmi les petits arbustes fruitiers les plus productifs qui soient. Elles fructifient abondamment quelques années après la plantation. Elles tolèrent l'ombre partielle mieux que presque n'importe quelle autre plante fruitière. Elles sont résistantes aux maladies, elles ne nécessitent presque aucun entretien, et elles peuvent être plantées comme une haie dense et productive qui produit simultanément de la nourriture et fournit une structure à votre jardin. Les cassis en particulier sont des concentrés de nutriments. La teneur en vitamine C est extraordinairement élevée, nettement supérieure à celle des oranges, et la saveur est intense, complexe et ne ressemble à rien de ce que vous trouverez dans une épicerie. Un seul groseillier établi peut produire 4 à 10 livres de fruits par an sur une surface au sol plus petite que la plupart des chaises de patio. Les groseilles ont été légalement interdites dans de nombreux États américains au début des années 1900 parce qu'on pensait qu'elles propageaient une maladie affectant les pins blancs. La plupart de ces interdictions ont depuis été levées, mais la mémoire culturelle des groseilles en tant que plante vivrière a essentiellement disparu du jardinage américain. Toute une génération a grandi sans savoir que cette plante extraordinaire existait. C'est le fruit que la prohibition a volé au jardin américain, et la plupart des gens ne savent même pas qu'ils devraient en être en colère. Numéro 6. Les groseilles à maquereaux. Haute densité, haute récompense. Les groseilles à maquereaux sont les cousines tout aussi oubliées des groseilles, et elles méritent exactement la même réhabilitation. Les buissons compacts de groseilliers à maquereaux concentrent une quantité étonnante de fruits sur leurs branches.
Les baies pendent en grappes le long de chaque tige, et au pic de la production, le buisson entier a l'air d'avoir été décoré pour une sorte de fête des moissons. Un groseillier à maquereau bien cultivé produit 5 à 10 livres par an. La saveur d'une groseille à maquereau parfaitement mûre, réchauffée par le soleil, douce, éclatante d'un équilibre entre le sucré et l'acidulé, est quelque chose que la plupart des gens dans ce pays n'ont tout simplement jamais connu. Les jardiniers européens ont toujours su ce qu'ils avaient. Les jardiniers américains l'ont largement oublié. Les groseilles à maquereau tolèrent les sols argileux lourds et l'ombre partielle mieux que la plupart des plantes fruitières. Elles sont résistantes au froid. Elles ne sont pas particulièrement sujettes aux parasites. Elles produisent de manière fiable, année après année, avec une intervention minimale. Ce qui a chassé les groseilles à maquereau de la conscience américaine, c'est la même panique liée à la rouille vésiculeuse du pain blanc qui a frappé les groseilles. Combiné à un virage d'après-guerre vers la culture des supermarchés, où les seuls fruits valant la peine d'être cultivés étaient ceux qui pouvaient être emballés et expédiés commercialement, les groseilles à maquereau ne voyagent pas bien. C'est un fruit de jardin destiné à être mangé là où il est cultivé. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. C'est le fruit que les supermarchés n'ont pas su comment exploiter. Alors ils ont simplement fait comme s'il n'existait pas. Numéro 7, les camérisiers. Le haskap, le premier fruit du printemps. Les camérises résolvent un problème dont vous ne vous étiez peut-être pas rendu compte qu'il en était un. Que récoltez-vous quand tout le reste est encore à des semaines de là ? Les baies de haskap mûrissent avant les fraises, avant les cerises, parfois avant tout autre fruit frais du jardin. Si vous vous êtes déjà tenu dans votre jardin à la fin du mois de mai, avide de quelque chose de frais et cultivé à la maison, les camérises sont la réponse. Les buissons sont résistants au froid à un point qu'il est presque difficile de croire. Certaines variétés tolèrent des températures bien en dessous de moins 40 degrés. Ils prospèrent dans des climats où d'autres baies luttent. Le fruit lui-même est oblong, d'un bleu-violet profond, avec une saveur qui ressemble à un croisement entre la myrtille et la framboise, avec un soupçon de quelque chose de presque floral. Plantez 2 variétés ou plus pour la pollinisation croisée, et vos buissons de camérisiers vous récompenseront pendant des décennies. Les arbustes vivent longtemps, nécessitent peu d'entretien, et une fois établis, sont productifs de manière fiable année après année. Les camérises sont essentiellement inconnues dans le jardinage américain grand public. Parce qu'elles sont une introduction relativement récente, issue de programmes de sélection travaillant avec des variétés sauvages sibériennes et japonaises, l'infrastructure commerciale n'a pas encore rattrapé à quel point ces plantes sont réellement bonnes. Les premiers adeptes dans les climats nordiques qui s'y sont mis tôt sont maintenant assis sur certaines des plantations de petits fruits de début de saison les plus productives de leur région. C'est la plante qui sera partout dans 10 ans, et vous pouvez la voir maintenant. Numéro 8. Les érelles rouges. La machine à baies à feuillage persistant. Les érelles rouges sont minuscules. Les arbustes sont minuscules, ne mesurant souvent que 6 à 12 pouces de haut. Les baies sont minuscules. Mais regrouper les érelles rouges dans une plantation couvre-sol, et la production par pied carré devient remarquable. Ces petits arbustes à feuillage persistant des écosystèmes scandinaves et subarctiques produisent de lourdes grappes de baies rouges vifs à la fin de l'été et souvent de nouveau à l'automne. Ils sont résistants au froid jusqu'à des températures extrêmes. Ils gardent leurs feuilles tout au long de l'hiver. Ils prospèrent dans des sols acides, similaires à ceux des myrtilles, et ils se propagent lentement via des stolons souterrains pour remplir tout l'espace que vous leur donnez. Si vous avez mangé des boulettes de viande suédoise avec cette sauce rouge acidulée distinctive chez Ikea, vous avez goûté à l'érelle rouge. En Scandinavie, la confiture d'érelle rouge est à la cuisine ce que le ketchup est en Amérique. Omniprésente, adorée et considérée comme essentielle. Mais dans les jardins américains, presque personne ne les cultive. La saveur est plus vive et plus complexe que celle de la canneberge, avec une acidité qui se marie brillamment avec les plats salés, les viandes de gibier et les fromages riches. Le profil nutritionnel est excellent, et une fois établi, un couvre-sol d'érelles rouges prend essentiellement soin de lui-même. Les érelles rouges ont été manquées dans la culture alimentaire américaine simplement parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure commerciale pour les introduire. Elles ne s'expédient ni ne se conservent comme les canneberges. C'est une culture de jardin destinée aux personnes qui les cultivent, ce qui signifie que les personnes qui les cultivent ont quelque chose de véritablement spécial que la plupart de leurs voisins n'ont pas. C'est le secret que les Scandinaves gardent depuis des siècles, les cultivant discrètement pendant que nous ne faisions pas attention. Numéro 9, l'aronia,
l'arbuste au super aliment. Voici une plante que l'industrie des aliments naturels a découverte et pour laquelle elle fait maintenant payer une fortune en poudre et en suppléments. Et elle pousse peut-être déjà comme plante ornementale dans votre quartier sans que personne ne se rende compte qu'elle est comestible. Les baies d'aronia poussent en grappes massives et lourdes qui font s'affaisser les branches de l'arbuste sous leur poids au pic de maturité. Le rendement par plante est extraordinaire. Un arbuste d'aronia mature peut produire 15 à 30 livres de baies par an. Les arbustes sont originaires d'Amérique du Nord, résistants au froid, résistants aux maladies, tolérants à la sécheresse une fois établis et ne nécessitent presque aucun entretien. La saveur est intensément astringente lorsqu'elle est consommée fraîche. Le nom anglais de chokeberry est honnête, mais cuite, pressée en jus ou séchée, l'aronia devient quelque chose d'exceptionnel. La teneur en menthocyanine est parmi les plus élevées de toutes les baies, c'est pourquoi elle est devenue un supplément de super aliment. Très cher, les gens qui paient 30 $ pour de la poudre d'aronia pourraient simplement cultiver 3 buissons. L'aronia pousse dans des conditions difficiles où d'autres fruits échouent. Sol humide, argile lourde, ombre partielle, l'aronia gère tout cela. Plantez-le comme une haie, un brise-vent, un stabilisateur de collines, et récoltez des quantités massives de l'un des aliments les plus denses en antioxydants du règne végétal à partir d'une plante qui pousse pratiquement toute seule. L'aronia a été ignorée en tant que nourriture parce qu'elle a été plantée comme plante ornementale, appréciée pour son feuillage d'automne rouge brillant. Et personne n'a pris la peine de dire aux jardiniers américains que les baies suspendues à ces magnifiques arbustes étaient comestibles et extraordinairement nutritives. C'est la plante qui se cache à la vue de tous sur les projets d'aménagement paysager de banlieue partout. Numéro 10. Les variétés compactes d'argousier, l'or orange. Nous avons déjà parlé de l'argousier dans un contexte différent en tant que plante médicinale. Mais en tant que producteur de nourriture, les variétés compactes d'argousier sont quelque chose d'extraordinaire. Les baies poussent si densément tassées le long des tiges que les récolter revient à retirer des perles d'un fil. Le rendement par arbuste lors d'une bonne année de fructification est remarquable. Les branches plient littéralement sous le poids. Les baies sont intensément acidulées, extrêmement riches en vitamines et en acides gras oméga, d'un orange absolument brillant. Le jus est utilisé à travers la Russie et l'Asie centrale comme tonique de santé quotidien. L'huile est utilisée dans les soins de la peau haut de gamme. Les baies peuvent être pressées en jus, transformées en sirop, ajoutées à des smoothies ou transformées en conserve. Une cuillère à café de jus d'argousier contient plus de vitamine C que plusieurs oranges. Des variétés compactes adaptées à la plantation en jardin sont maintenant disponibles et beaucoup plus gérables que les grands arbustes tentaculaires des plantes sauvages. Plantez un mâle et une femelle pour la pollinisation. Un mâle peut polliniser plusieurs femelles et vous récolterez des quantités extraordinaires de l'un des aliments les plus denses sur le plan nutritionnel, disponible à partir d'une plantation relativement compacte. L'argousier a été manqué dans la culture alimentaire américaine pour la même raison qu'il a été manqué en médecine. Il pousse à l'état sauvage dans des climats rudes et isolés, et l'infrastructure commerciale pour le rendre accessible n'existait tout simplement pas jusqu'à récemment. Les personnes qui ont compris cela tôt transforment discrètement des seaux d'or orange chaque automne à partir de plantes devant lesquelles la plupart de leurs voisins passent sans un second regard. C'est la plante qui est un aliment de base en Sibérie et dans l'Himalaya depuis des siècles, pendant que le reste du monde dort. Maintenant, si vous regardez ceci et que votre esprit se dirige déjà vers votre jardin, en pensant à l'endroit où vous mettriez une parcelle de myrtille, ou une haie de groseilles, ou une rangée de framboises, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Cliquez sur ce bouton « J'aime » tout de suite. Cela indique à l'algorithme que ce genre de contenu a de l'importance et cela aide cette vidéo à atteindre les personnes qui essaient de bâtir une véritable sécurité alimentaire et de cultiver plus avec moi. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur ce bouton d'abonnement et sonnez la cloche. Nous publions chaque semaine exactement sur ce sujet. Cultiver plus intelligemment, pas plus grand. D'accord, continuons car nous sommes sur le point de passer des plantes vivaces ligneuses aux légumes annuels et vivaces qui démolissent absolument les arbres fruitiers en termes de productivité par pied carré. Numéro 11. Les haricots à rames, l'usine à protéines verticales. C'est ici que la liste passe à la vitesse supérieure. Des légumes qui produisent avec une implacabilité que les arbustes et les arbres ne peuvent tout simplement pas égaler. Les haricots à rames sont l'une des plantes vivrières les plus efficaces qui soient lorsque l'on tient compte de la saison complète. Ils poussent verticalement sur des treillis, ce qui signifie que vous cultivez un espace aérien qui autrement resterait inutilisé. Ils fixent leur propre azote de l'atmosphère, ce qui signifie qu'ils nourrissent le sol tout en vous nourrissant.
Et surtout, ils produisent en continu. Cueillez des haricots à rames et d'autres haricots poussent. Arrêtez de cueillir et la production ralentit. La mission biologique de la plante est de produire des graines. Et tant que vous continuez à récolter avant que les graines ne mûrissent, elle continue de produire sur un treillis de 6 pieds de haut et de 8 pieds de large. Une rangée de haricots à rames peut fournir à une famille des haricots frais plusieurs fois par semaine pendant 3 à 4 mois. La valeur alimentaire est réelle. Les haricots fournissent des protéines, des fibres et une nutrition importante d'une manière que la plupart des fruits ne font pas. Lorsque vous pensez à des plantes qui nourrissent une famille, et pas seulement qui offrent des friandises, les haricots ont leur place au centre de la conversation. Les haricots à rames ont été traités comme un humble aliment de base du jardin plutôt que comme la merveille de productivité qu'ils sont réellement. Les jardiniers qui gèrent des treillis verticaux de haricots à rames de juin à octobre récoltent discrètement des centaines de dollars de produits sur quelques pieds carrés de terre. C'est l'usine à protéines qui pousse tout droit vers le haut et ne s'arrête jamais jusqu'à ce que le gel l'emporte. Numéro 12. Les pois. Production abondante. Avant que l'été ne frappe, les pois résolvent un problème différent de la plupart des légumes de cette liste. Ils produisent pendant la saison fraîche, au printemps et à l'automne, lorsque la plupart des autres plantes vivrières sont soit dormantes, soit ne produisent pas encore. Un treillis de pois en avril et en mai, quand rien d'autre n'est prêt, vaut plus pour un jardinier potager que presque n'importe quoi d'autre. Le rendement par pied carré est élevé. La fenêtre de récolte est constante et la saveur des pois frais cultivés à la maison, doux, croquants, complexe, est véritablement différente de tout ce qui est disponible dans le commerce. Les pois mange-tout en particulier vous donnent la gousse entière, ce qui augmente le rendement par plantation. Les pois à écosser vous donnent des protéines élevées, des pois plus riches en amidon adaptés à la cuisson et à la conservation. Les pois gourmands vous donnent des gousses tendres pour une consommation fraîche et des sautés. Chaque type a son utilité. La limite est la chaleur. Les pois cessent de produire et montent en graines lorsque l'été arrive, mais plantez-les dès que le sol peut être travaillé. Palissez-les verticalement et récoltez agressivement pour prolonger la fenêtre. Et les pois vous donneront des semaines de production abondante et continue pendant la période de soudure de la fin du printemps, lorsque la plupart des potagers attendent encore de se réveiller. Les pois ont été sous-estimés car ils sont considérés comme une culture de saison fraîche à l'utilité limitée, mais ils sont associés à des plantations d'automne qui prennent le relais lorsque les pois de printemps sont terminés. Ils couvrent les saisons que les autres cultures manquent. C'est la plante qui commence à produire pendant que vos arbres fruitiers sont encore en fleurs. Numéro 13. Les tomates cerises. La plante aux centaines de fruits. Et la voici, la plante dont j'ai parlé au début. Celle qui produit des centaines de fruits individuels à partir d'une seule plante en une seule saison. Les tomates cerises sont, à poids égal, à calories égales et à dollars égal, l'une des cultures potagères au rendement le plus élevé qui soit. Un seul plant vigoureux de tomates cerises à croissance indéterminée, correctement tutoré, bien nourri et cultivé en plein soleil, peut produire des centaines de tomates au cours d'une saison, soit plusieurs livres par semaine en période de production maximale. Pensez à ce que cela signifie. À partir d'une seule plante occupant environ 2 pieds carrés de sol, vous pouvez récolter des fruits frais de juillet jusqu'au gelé. La production est si incessante que la plupart des jardiniers se retrouvent avec plus de tomates qu'ils ne savent qu'en faire. Des variétés comme Sun Gold, Black Cherry et Sweet Million sont presque légendaires parmi les jardiniers potagers pour une bonne raison. Une saveur que les tomates d'épicerie n'approchent même pas. Une production qui ne s'arrête pas, et une douceur qui les fait disparaître plus vite que vous ne pouvez les cueillir. Les exigences culturales sont importantes. Plein soleil, arrosage régulier, bonne fertilité, mais répondez à ces exigences. Et un plant de tomates cerises est ce qui se rapproche le plus d'un arbre fruitier qui pousse en une saison, sauf qu'il produit dès la première année à partir de la graine en 4 mois. Les tomates cerises ont été traitées comme une nouveauté de jardin alors qu'elles sont en réalité un sérieux outil de production alimentaire. Quiconque a cultivé un treillis de 3 plants de tomates cerises à croissance indéterminée pendant toute une saison sait de quoi je parle. C'est la machine à centaines de fruits qui tient dans un pot sur votre terrasse et qui produit plus que la plupart des arbres fruitiers nains dès son premier été. Numéro 14. Les concombres sur treillis. La liane explosive. Les concombres sur un treillis représentent une proposition fondamentalement différente des concombres qui rampent sur le sol. Le palissage vertical résout 3 problèmes simultanément.
Il garde les fruits propres et droits, il maximise la circulation de l'air pour réduire les maladies, et il vous permet de cultiver d'énormes quantités de concombres sur une très petite surface. Un seul treillis de 5 ou 6 plants de concombres de 6 pieds de haut et de 6 pieds de large peut produire des dizaines de concombres par semaine en pleine saison. La clé est exactement la même que pour les haricots à rames. Continuez à récolter. Dès l'instant où vous laissez un concombre se développer jusqu'à pleine maturité sur la liane, la plante ralentit. Récoltez jeune, récoltez souvent, et les plantes continuent de produire à une vitesse remarquable. Un concombre qui n'était qu'un petit bourgeon le lundi peut être prêt à être cueilli le jeudi. Les concombres sont l'un des aliments les plus riches en eau que vous puissiez cultiver, ce qui a son importance. Dans la chaleur de l'été, les concombres frais du jardin sont rafraîchissants, hydratants et pratiquement gratuits une fois que vos plants sont bien établis. Les concombres ont été sous-évalués en tant que plantes de production alimentaire, car ils sont saisonniers et ne se conservent pas bien à l'état frais. Mais au cœur de l'été, lorsque la production atteint son apogée, une plantation de concombres palissés produit plus de nourriture par pied carré et par semaine que presque n'importe quoi d'autre dans le jardin. C'est la plante qui vous fait réaliser qu'un treillis n'est pas un accessoire de jardin, c'est un multiplicateur. Numéro 15. L'épinard de Malabar. L'usine à feuilles de la saison chaude. Voici une plante que la plupart des jardiniers de ce pays n'ont jamais cultivée et qui mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en reçoit. L'épinard de Malabar n'est pas vraiment un épinard. C'est une liane tropicale qui produit des feuilles épaisses, brillantes et comestibles tout au long de l'été, dans la chaleur qui tue les vrais épinards. Lorsque vos épinards de printemps sont montés en graines et que la chaleur estivale a eu raison de vos laitues, l'épinard de Malabar trouve son rythme et grimpe sur son treillis. Les feuilles sont épaisses et légèrement succulentes, avec une saveur douce qui convient aussi bien fraîche en salade que cuite comme vous le feriez avec des épinards ordinaires. Les lianes peuvent atteindre 8 à 10 pieds en une saison, produisant une croissance dense absolument couverte de feuilles comestibles. Une seule plante, correctement soutenue, peut fournir à une famille des légumes verts frais pendant toute la saison chaude de l'été. Le profil nutritionnel est solide, riche en vitamines A et C, en calcium et en fer. Il s'agit d'une véritable production alimentaire nutritionnelle et pas seulement de volume. L'épinard de Malabar a été négligé, parce que c'est une plante tropicale qui nécessite d'être démarrée à l'intérieur dans les climats nordiques, et parce que la plupart des catalogues de graines ne le proposaient pas jusqu'à récemment. Mais les jardiniers potagers qui l'ont découvert ont réalisé qu'ils avaient trouvé la solution à la pénurie de légumes verts en été. Cette période frustrante où les cultures de printemps ont disparu et où les cultures d'automne ne sont pas encore prêtes. C'est la plante qui continue de vous nourrir. Quand la chaleur estivale a chassé tous les autres légumes verts du jardin. Numéro 16. Le chou kale. La plante qui ne s'arrête jamais. La réputation du chou kale en tant que légume tendance et super aliment occulte ce qu'il est réellement. L'une des plantes alimentaires les plus productives, rustiques et à longue saison disponibles pour le jardinier amateur. Un plant de chou kale mature, récolté correctement en prélevant les feuilles extérieures et en laissant le centre de croissance, peut produire pendant des mois. Dans les climats doux, le chou kale pousse toute l'année. Dans les climats plus froids, il survit souvent au gel léger et peut être récolté jusqu'à ce que les fortes gelées l'abattent à l'automne, puis à nouveau au début du printemps, lorsqu'il repousse à partir de la racine. Une plantation de chou kale occupe un petit espace et fournit des légumes verts de manière constante du début de l'été jusqu'à l'hiver. La densité nutritionnelle est extraordinaire. Le chou kale est véritablement l'un des aliments les plus denses en nutriments qui puissent être cultivés sous un climat tempéré. La technique de récolte a son importance. Ne coupez que les feuilles extérieures. Laissez toujours le point de croissance central intact et vos plants de chou kale continueront de générer de nouvelles pousses en permanence. Traitez le chou kale comme une récolte unique et vous passerez à côté de la majeure partie de ce qu'il a à offrir. Le chou kale a été rejeté pendant des années comme fourrage pour le bétail avant que sa réputation nutritionnelle ne soit réhabilitée. Ensuite, il a été rejeté comme une tendance surfaite. La vérité est quelque part plus simple. Le chou kale est une plante alimentaire à couper et à repousse remarquablement productive et résistante au froid qui mérite sa place dans le jardin à chaque saison. C'est la plante qui refuse d'abandonner même quand la saison le lui ordonne. Numéro 17. La laitue. Les variétés à couper et à repousse. Le rendement le plus rapide. Rien d'autre dans le jardin n'arrive à la cheville de la laitue pour la rapidité du retour sur investissement.
Les variétés de laitue à feuilles mobiles à couper et à repousse, et non les laitues paumées qui sont une récolte unique, peuvent être semées et produire des feuilles récoltables en seulement 3 à 4 semaines. Coupez les feuilles extérieures et la plante repousse. Coupez à nouveau dans 1 semaine ou 2, et encore et encore. Un petit pot ou une caissette de mélange de laitue à couper et à repousse correctement gérée peut fournir des feuilles de salade fraîches tous les jours pendant des semaines à partir d'un espace de la taille d'une planche à découper. La plantation échelonnée, en semant une nouvelle caissette toutes les 2 à 3 semaines, prolonge cette production sur toute la saison fraîche. L'aspect économique est frappant. Un paquet de graines de laitue à feuilles mobiles coûte 2 $ et produit plus de salade que ce que vous pourriez acheter pour 50 $ à l'épicerie. À partir d'un pot sur un balcon en 3 semaines, la laitue a été traitée comme un simple légume de départ pour les jardiniers débutants, ce qu'elle est, mais elle a été sous-estimée en tant qu'outil sérieux de production alimentaire dans le processus. Dans les jardins urbains, les jardins en pot, les situations de culture dans de petits espaces, rien n'égale la laitue pour le rapport entre l'effort et le rendement. C'est la plante qui prouve que vous n'avez pas besoin d'hectares pour cultiver de la nourriture sérieusement. Numéro 18. Les betteraves. 2 récoltes à partir d'une seule plante. Voici une plante qui offre une véritable offre 2 pour 1 que la plupart des jardiniers ignorent ou dont ils ne tirent pas pleinement parti. Les betteraves produisent une racine comestible, douce, terreuse et nutritive, ainsi que des feuilles comestibles qui comptent parmi les meilleurs légumes verts à cuire du jardin. Vous n'avez pas à choisir entre la racine et les feuilles, vous obtenez les deux. Éclaircissez vos semis de betteraves et mangez les jeunes pousses éclaircies comme des micro-pousses. Récoltez les feuilles extérieures tout au long de la saison à mesure que les racines se développent. Arrachez les racines à maturité et mangez-les aussi. Les racines se conservent exceptionnellement bien dans des conditions fraîches. Une planche de betterave peut fournir des légumes racines qui se conservent dans une cave à légumes ou un réfrigérateur tout au long de l'hiver, prolongeant ainsi votre réserve de nourriture cultivée à la maison bien au-delà de la fin de la saison de jardinage. Les betteraves poussent également rapidement. De nombreuses variétés produisent des racines récoltables en 50 à 60 jours. Des plantations échelonnées au printemps, puis à la fin de l'été pour une récolte d'automne, maximisent la saison. Elles tolèrent les gelées légères et voient même leur saveur s'améliorer après avoir été frappées par le gel, convertissant les amidons en sucre. Les betteraves ont été sous-estimées en partie parce que les betteraves en conserve ont donné aux gens une fausse impression de leur saveur. Les betteraves fraîches rôties du jardin sont un aliment complètement différent. Douces, complexes, rien à voir avec leur équivalent en boîte. Et les feuilles, sautées avec de l'ail et de l'huile d'olive, sont exceptionnelles. C'est la plante à double récolte qui récompense les jardiniers qui prêtent attention à ce qui est réellement offert. Numéro 19. La bête à carde. Le producteur de légumes verts pendant des mois. La bête à carde est l'épine dorsale du potager productif pour quiconque comprend ce qu'elle peut faire. Une plantation de bête à carde produit en continu du début de l'été jusqu'aux fortes gelées, offrant souvent 3 à 5 mois de récolte régulière. Comme pour le chou kale, la technique de la coupe et de la repousse fonctionne parfaitement. Récoltez les feuilles extérieures, laissez le centre, et la plante continue de pousser. Contrairement au chou kale, la bête à carde supporte mieux la chaleur estivale et a tendance à avoir un aspect spectaculaire. Les tiges colorées de la bête à carde arc-en-ciel transforment le jardin productif en quelque chose de véritablement magnifique. Les feuilles sont plus douces que celles du chou kale, plus polyvalentes, et s'intègrent dans tout, des salades crues au sauté, en passant par les soupes et les bols de céréales. Les tiges elles-mêmes sont comestibles et peuvent être cuites séparément. Une seule rangée de bête à carde peut fournir à un foyer des légumes verts plusieurs fois par semaine pendant tout l'été et l'automne. La plantation nécessite un espace minimal, des intrants minimes et presque aucun entretien en dehors de la récolte. La bête à carde a été traitée comme un légume secondaire, quelque chose que l'on cultive si l'on a de l'espace supplémentaire, alors qu'elle devrait être plantée comme une culture principale, dédiée et sérieuse dans chaque potager. Les jardiniers qui la traitent comme une réflexion après coup laissent des mois de nourriture gratuite et nutritive sur la table. C'est la plante qui demande si peu et donne tellement qu'il est presque embarrassant de voir à quel point elle est souvent négligée. Numéro 20. Les oignons verts et la ciboulette. La récolte qui ne finit jamais. Et nous voici au numéro 20. Celle que j'ai gardée pour la fin, car c'est peut-être la plante alimentaire la plus discrètement extraordinaire que vous puissiez cultiver. La ciboulette est une plante vivace. Vous la plantez une fois, et elle revient chaque année pour toujours, ne nécessitant presque aucune attention.
Elle émerge au début du printemps, avant que la plupart des autres plantes alimentaires ne se soient réveillées, et elle continue de produire tout au long de la saison de croissance. Coupez-la à 1 pouce au-dessus du sol, et elle repousse en 1 semaine. Coupez-la encore et encore. Plus vous la plantez densément, plus vous pouvez récolter. Une touffe de ciboulettes d'1 pied de large, récoltée tous les 10 jours, produit un approvisionnement presque continu d'arômes d'oignons frais pour la cuisine tout au long de la saison. Les oignons verts fonctionnent de la même manière. Plantés de manière dense dans un contenant ou une plate-bande surélevée, les oignons verts peuvent être récoltés en coupant les fans et en laissant la base repousser. Le même principe de coupe et de repousse qui fonctionne pour la laitue et la bête à carde, ou bien arracher des plantes entières et replanter les bulbilles récupérées pour maintenir le cycle perpétuellement. La valeur gustative de la ciboulette fraîche et des oignons verts dans la cuisine quotidienne est disproportionnée par rapport à l'espace qu'ils occupent. Un pot de ciboulette de 4 pouces sur le rebord d'une fenêtre de cuisine, récolté régulièrement, fournit des semaines d'utilisation d'herbes fraîches. Une plate-bande dédiée de 8 pieds carrés d'oignons verts, plantée densément et gérée pour une récolte continue, peut subvenir aux besoins en oignons d'une famille tout au long de la saison de croissance, à partir d'un espace plus petit que la plupart des tables basses. La ciboulette et les oignons verts ont été traités comme des plantes de garniture. Agréables à avoir, mais pas de la vraie nourriture. C'est tout à fait faux. En termes de valeur par pouce carré d'espace de jardin, ils battent presque tout le reste sur cette liste. C'est la récolte qui ne s'arrête jamais, de la plante qui n'a jamais besoin d'être remplacée, à partir d'un espace si petit qu'il se qualifie à peine de jardin. Il nous rappelle que les plantes les plus productives ne sont pas toujours les plus grandes. Ce sont celles qui continuent de donner discrètement, sans rien demander en retour, saison après saison après saison. Si cette vidéo a changé votre façon de voir votre jardin, ou vous a fait réaliser que vous n'avez pas besoin d'un verger pour cultiver de la nourriture sérieusement, écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment cette chaîne à atteindre les personnes qui ont le plus besoin de ces informations. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante vous ajoutez à votre jardin cette saison. Allez-vous directement vers les arbustes à baies, construire un système de treillis vertical ou planter cette plate-bande à couper et à repousse que vous repoussez depuis des années? Je lis chaque commentaire et j'aime sincèrement entendre ce que vous cultivez. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Nous publions chaque semaine sur la façon de cultiver plus de nourriture dans moins d'espace, de dépenser moins et de construire le type de sécurité alimentaire qui ne dépend pas d'une épicerie située à 30 000 de là. La connaissance est là, les graines sont disponibles. La seule chose qui reste est le